Bonjour à tous et à toutes. Dimanche 29 août. Donc, je voudrais faire un petit point, comme je le fais de temps en temps, sur l'économie et rassembler en un audio tout ce que je peux dire au jour le jour au groupe auquel je participe sur Telegram, etc. Rassembler toutes ces infos en un audio pour tout le monde pour essayer de vous faire comprendre ce qui se passe au-delà du bruit et des fausses pistes diverses qu'on nous sert. Pour être direct, nous sommes au milieu d'une guerre entre les riches et la classe moyenne. Je ne parle pas des pauvres parce que, comme je l'ai dit et redit, les pauvres ne sont pas concernés par tout ça parce que dans tous les cas de figure, les pauvres sont sous allocation, vivent avec le minimum, enfin survivent, et tout ce qu'on leur donne sert à payer leur loyer, leur nourriture, leur abonnement Internet, mobile, Netflix et autres. Et il ne reste rien à la fin du mois. Donc les pauvres sont en mode survie et ne sont pas tellement concernés par tout ça. Par contre, la classe moyenne euh, va de plus en plus être sous attaque de la classe riche. Pourquoi et comment? Les outils des riches, c'est la bourse. Et normalement, avec l'inflation qu'on voit arriver, c'est-à-dire que voilà, le pétrole monte, tous les dépenses quotidiennes montent, les voitures d'occasion montent, le caoutchouc, le cuivre, le cobalt, le nickel et compagnie. Et donc, par rapport à nos salaires pour la classe moyenne, l'argent qui nous reste se détériore jour après jour parce qu'il y a de l'inflation. Dans une économie normale, il faudrait relever les taux d'intérêt pour freiner l'inflation et contrôler la montée des prix, afin que la classe moyenne ne soit pas écrasée par les coûts. Mais le problème, c'est que si on voit tout ça avec un spectre très large et très avec beaucoup de recul, nous sommes dans un mouvement de fond, qui est déflationniste. Pourquoi? Parce qu'il faut injecter de plus en plus d'argent pour avoir un taux de croissance acceptable. C'est-à-dire que chaque dollar ou euro imprimé, entre guillemets, génère de moins en moins de croissance économique. Donc, on ne peut pas se permettre, sous peine de voir les bénéfices des entreprises s'écrouler, on ne peut pas se permettre de relever les taux. Les taux doivent rester bas parce qu'il y a plein de raisons. La productivité à cause de la technologie pousse les prix à la baisse. Parce qu'elles sont alimentées par des cours de bourse toujours plus extravagants. Il y a également des raisons démographiques, c'est-à-dire que l'Occident, et ça s'accélère un petit peu avec l'histoire du Covid, est une population de plus en plus vieillissante, de moins en moins remplacée par des jeunes, ce qui fait que il faut également accentuer les remboursements des frais de santé et tout ce qui tourne autour, euh, au détriment des jeunes qui commencent leur carrière professionnelle, qui eux ont de plus en plus de difficultés parce que quand ils ont la chance de trouver un travail, d'abord c'est mal payé et ensuite ils doivent et ils vont devoir payer de plus en plus de taxes pour soutenir le système chômage, RSA, retraite et compagnie. Donc, comme je l'ai expliqué plusieurs fois, les riches ne peuvent pas se tirer une balle dans le pied en relevant les taux et en ayant toutes les entreprises de haute technologie. Bon, vous connaissez tous ces noms, hein, Tesla, Netflix, Google, Facebook et compagnie. Hein. Ces sociétés doivent avoir accès à des liquidités à des taux d'intérêt bas pour croître et pour assurer leurs bénéfices boursiers. Donc, contrairement à tout ce qui est dit, je serais très étonné si les taux
devait être corrigé à la hausse. Ce serait profitable à la classe moyenne parce que leur épargne retrouverait de la valeur et tout. Mais ça n'intéresse pas les riches parce que, comme je le dis souvent, les riches sont dans une autre fréquence. Les riches, c'est des gens qui louent des chambres d'hôtel à 3, 4, 500 euros la nuit, payent des abonnements au club de golf à 4, 5, 6 000 euros par an, dollars, enfin peu importe. Et en fait, eux, que le pain passe de 2 euros à 3 euros, que le litre de gasoil passe de 1,50 ou à 2,5, ça bouleverse pas leur vie. Surtout que cette inflation relative est effacée par les profits boursiers qu'ils font, parce que les riches sont tous placés en bourse dans des sociétés diverses, ils sont diversifiés. Ça, je l'ai souvent dit aussi, l'avantage des riches sur les pauvres, c'est qu'ils doivent prendre beaucoup moins de risques, puisqu'ils s'éparpillent entre 20, 30, 40 valeurs, et quand l'une va mal, l'autre va bien, et donc leur situation est stabilisée. Le pauvre, ou la classe moyenne qui s'aventure dans des placements boursiers, en général n'est pas bien informé, suit les médias et rentre toujours dans des valeurs à contre-courant. Souvent, ils achètent haut et ils vendent bas. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de leur argent. Donc, je prends un exemple. Vous achetez, je sais pas, 1000 actions Tesla à 711 $. Ça fait 711 000 $. Si l'action Tesla tourne en rond pendant 2 ans entre 600 et 700, ben à un moment donné, la personne qui a investi va devoir vendre parce qu'elle a besoin de son argent pour X, Y raison. Et donc, elle va vendre sans doute à perte. Le riche, il va acheter petit à petit Tesla, mais pas seulement, 10, 15, 20 autres valeurs, sur faiblesse, dans des moments de doute, etc. Il va accumuler sur un projet de 5 à 10 ans. Et donc, les mouvements d'1 an ou 2 ne les intéressent pas trop parce qu'en fait, ils n'ont pas besoin de leur argent et ils peuvent le laisser dormir et travailler, comme ils disent. Donc, malheureusement, le riche est dans une posture où en fait, quoi qu'il arrive, comme vous le savez aussi, il existe des paris à la baisse, donc quand ça va mal, ils gagnent aussi de l'argent parce qu'ils sont informés, parce qu'ils sont éduqués, parce qu'ils sont conseillés par des gens qui connaissent tous ces produits et qui peuvent évidemment leur permettre de préserver leur santé financière. Le pauvre, il est pauvre, donc on n'en parle même pas. Mais la classe moyenne, elle, doit se débrouiller tout seul, ils n'ont pas de conseiller, ils suivent les médias, ah, le bitcoin est monté, ah, chouette, je vais acheter, puis oulala, c'est descendu, ah, j'ai peur, je vends à perte, et ainsi de suite. Donc, dans le système dans lequel on est, qui peut flotter, qui peut monter, qui peut un peu descendre, si ça descend trop, il réinjecte de l'argent pour que ça descende pas trop, etc. Le riche est dans une autre échelle de temps et d'espérance que la classe moyenne. La classe moyenne est directement impactée par les prix des choses au jour le jour. Ils subissent la montée de tout. Je crois que j'ai lu récemment que Netflix va augmenter le prix de son abonnement et ça va être comme ça dans tout en fait. Parce que l'argent papier est de moins en moins désirable parce qu'il ne rapporte plus d'intérêt, parce que il dévalue fondamentalement par rapport aux choses périssables et limitées en quantité. Et donc, l'argent qui est là à disposition doit trouver un chemin. Il ne va pas rester dans des comptes épargne à 0%. Donc, l'argent papier va se diriger de plus en plus vers de l'or, vers de l'argent, vers des actions de croissance, etc., etc. Et si les taux devaient être montés pour freiner l'inflation, ce mécanisme serait rompu. Et ça, ils peuvent pas se le permettre, surtout aux États-Unis, où énormément de gens dépendent de la santé de la bourse. Et donc, selon ma vision des choses, la classe moyenne sera plus que jamais, en fait, la cible. Classe moyenne, je pense à qui? Les petits entrepreneurs, les petits commerçants, les gens qui ne sont pas pauvres, mais doivent énormément se battre et faire beaucoup de sacrifices pour gagner de l'argent. Ces gens-là seront la seule et unique cible
par le système et seront directement impactés par l'inflation dans les coûts des matières premières, les coûts de dépenses énergétiques et tous les coûts dont ils ont des factures tous les jours. Donc, cette histoire, ce grand débat, inflation, déflation, on a de l'inflation sur certains produits, les produits de première nécessité, etc., etc., mais on a de la déflation dans d'autres choses. De la déflation dans toutes les machines ou les programmes informatiques qui vont de plus en plus remplacer avantageusement l'être humain à travers les données, à travers l'automatisation, à travers l'intelligence artificielle. Et donc de ce côté-là, évidemment, il y aura une déflation accentuée par la démographie, de moins en moins d'enfants, de plus en plus de vieux, etc., etc. Et donc, en fait, on est dans un monde à deux vitesses. C'est-à-dire que tous ceux qui sont dans la technologie, dans l'avenir, ben eux, les coûts baissent, l'efficacité monte et les profits explosent. Et tous ceux qui sont dans les choses de tous les jours, le pain, le pétrole, le bois, les salaires, les lois sociales, les taxes, les impôts, eux, sont de plus en plus, et ce n'est que le début, pénalisés. Donc, sachant tout ça, on comprend que on est au centre d'un espèce de cyclone dans lequel il y aura beaucoup de perdants, beaucoup de gagnants, suivant de quel côté ils se trouvent. Et voilà, au-delà du bruit, etc., à un moment donné, il faut se poser la question, qu'est-ce qui est disponible en quantité illimitée? Ben, c'est l'argent papier. Et ça le sera de plus en plus pour maintenir le niveau du système. On voit qu'on est à des taux zéro depuis maintenant pas mal d'années et que personne n'ose relever les taux parce qu'on sait la conséquence. Et d'un autre côté, ben, le prix des choses périssables, limité, c'est-à-dire tout ce qu'il y a dans le sol, les métaux, le pétrole, etc., qui, malgré les progrès technologiques qui font baisser les coûts, sont de toute façon disponibles de manière limitée. Je disais récemment sur Telegram que aux environs de 2030, il n'y aura plus de mines d'or et d'argent à faible coût d'extraction. C'est-à-dire que pour continuer à produire de l'or et de l'argent, il faudra aller en profondeur, il faudra lancer des projets de mines compliquées, c'est-à-dire des mines qui se trouvent en altitude, dans des zones écologiquement fragiles, où il faut des permis très difficiles à obtenir. Et tout ça prend beaucoup de temps. Construire une mine de cuivre ou un truc comme ça prend 10 ans, entre les permis, l'infrastructure, les employés, le matériel, les ingénieurs, ça prend du temps. Donc, à un moment donné, il y a un mouvement de fond. Le mouvement de fond, c'est que chaque jour qui passe, les matières premières à faible coût d'extraction baissent. Alors certes, on va me dire, oui, mais dans le sol, il y a encore beaucoup de charbon, il y a encore beaucoup de pétrole, il y a encore beaucoup d'or et d'argent. Beaucoup, c'est un grand mot, il y en a, oui, mais il y en a à des coûts d'extraction beaucoup plus élevés, dans des pays beaucoup plus compliqués, des pays où on peut vous exproprier du jour au lendemain, comme la Bolivie, le Pérou, le Chili, le Mexique, la Turquie, et où en fait le boulot des extracteurs de matières premières est beaucoup plus compliqué, parce que ils sont dans des zones plus instables, plus complexes, où les monnaies locales dévaluent très vite, très fort, et où il y a fréquemment des guerres civiles, des révolutions, etc., etc. Donc voilà, d'un côté vous avez l'argent papier qui est destiné à dévaluer, de l'autre côté vous avez, on va dire, tout ce qui est limité, c'est-à-dire voilà, les matières premières. Donc la liste elle est très très longue, hein, cuivre, nickel, palladium, platine, or, argent, etc., etc. Plus dans ce qui est électronique, donc qui dépend de l'électricité, donc c'est un peu plus aléatoire selon moi, parce que on parle pas de concret, on parle de choses qui dépendent d'outils informatiques. Tout ce qui est certaines, pas toutes, certaines crypto-monnaies qui sont limitées en nombre, etc. Et donc, en fait, à un moment donné, il y a les gens avertis qui comprennent ce qui se passe, qui vont
protéger leurs avoirs à travers ces secteurs-là, et ceux qui ne le sont pas et qui vont de plus en plus travailler, de plus en plus être imposés, de plus en plus être taxés, et qui vont voir leur épargne de plus en plus s'amoindrir sous les coups de l'inflation et de la dévaluation de la monnaie. Donc voilà un peu le schéma, bref, résumé, simplifié, pour que tout le monde comprenne en fait dans quoi on est, vers quoi on va, et les tendances lourdes pour les 5 à 10 années à venir. Les tendances passagères sur 6 mois sont tout à fait divergentes, mais c'est pas les tendances lourdes. Les tendances lourdes, c'est la démographie, c'est la fin de l'accès bon marché aux matières premières, c'est la dévaluation des monnaies et donc de l'épargne, et c'est la transformation d'une société industrielle en société technologique basée sur le cloud, les données numériques, les logiciels d'optimisation, de gestion, etc., etc., la robotique, la nanotechnologie, biotechnologie, tout ça, des domaines très pointus, dans lesquels ceux qui y travaillent et ceux qui investissent s'en sortiront bien, et tous les gens de l'ancien monde, qui fonctionnent avec l'ancien programme, mon boulot, ma société, mon épargne, etc., et qui vont pas réagir et qui prendront pas les bonnes décisions, vont de plus en plus être massacrés sous forme de taxes, d'impôts et d'inflation. Voilà. Voilà le bilan, 16 minutes, c'est pas long. Si quelqu'un veut comprendre, vous lui envoyez cet audio. Il peut être mis à jour en très peu de temps et dans un vocabulaire accessible à tous et à toutes. Enfin, j'espère. C'était le but. À très bientôt. Je vous remercie de m'avoir écouté.